Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse et on décortique l'actualité de la semaine pour tenter de vous informer et de vous faire réfléchir sur ce qui se passe chez nous, ici dans la région bien sûr, au Québec, au Canada et un petit peu à travers le monde, donc on aime ça. Faire ça, et cette semaine avec moi, Joanie Riendeau, grande maître de l'actualité. Et bonjour Joanie, comment vas-tu? À chaque fois, je suis toujours surpris. Ça va super bien. Et toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Commence à avoir de la neige. L'hiver, on est dans l'hiver. La vie est, malgré tout, là, on pourrait se plaindre parce que le confinement est vraiment pas évident à vivre. Là, moi, je vivais quand même relativement bien avec ça, mais là, on dirait que novembre, ça me pèse plus, là, je sais pas, il y a quelque chose qui... Bien, il y a le changement. Tu sais, depuis le début de la pandémie, on a commencé au mois de mars, les journées rallongeaient. Mais là, les journées raccourcissent. Donc, on n'est plus dans la même dynamique. On sort moins, donc on voit moins le soleil, on est dans le travail, la routine, puis là, c'est lourd. Là. En plus, on s'approche du temps des fêtes, on n'a pas des bonnes nouvelles. Donc, c'est tout à fait normal. Mais là, avec la neige, j'ai l'impression que ça va être plus clair le soir. Oui, peut-être, mais il y a quelque chose que moi, je remarque bien de la part de nos concitoyens, de nos voisins, c'est que de plus en plus de décorations de Noël d'avance, mais ça... Tu sais, moi, je suis la première, je suis née un 13 décembre, donc moi, les décorations de Noël avant ma fête, ça m'écoeure. Mais pas cette année! Pas cette année, parce que c'est vivant, c'est coloré, c'est le fun de se promener. Puis, tu sais, moi, j'ai ma petite fille de 2 ans et demi bientôt, puis c'est le fun de se promener, puis faire regarder les décorations de Noël. Ah, wow, c'est beau! Donc, tu sais, ça donne une vie, ça donne quelque chose de bien intéressant. Donc, continuer à décorer, c'est le fun, pas juste pour le temps des fêtes, mais c'est le fun pour à regarder. Essayer de se rendre une ambiance de vie agréable malgré tout ce qui se passe. Ben oui, c'est jovial. Donc, on va débuter ça. Oui. La région, le COVID, on sait qu'on est un endroit critique en ce moment au niveau du COVID. On a des cas, puis on bat des records, puis c'est pas plaisant. C'est même peut-être un peu angoissant pour certains. Au point où que notre premier ministre a dit « Adressez-vous à l'ensemble du Québec en parlant du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. » C'est quelque chose qu'il faut écouter, là, quand c'est rendu à ce point-là. Avant d'embarquer dans la première nouvelle, toi, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Pourquoi on était aussi épargnés pendant si longtemps? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un laxisme parce qu'on se disait « Ah, ben nous, on n'a presque pas, puis d'un coup, ça décolle? » C'est clairement ça qui est arrivé. C'est qu'on a été épargnés dans la première vague, donc on s'est tous dit « Ça ne nous touchera pas à la deuxième. » Mais c'est souvent ça qui se passe, au contraire, parce qu'on n'est pas resté sur nos gardes. Donc, on a pris nos habitudes, on a fait comme OK, donc ça ne nous touche pas, ça ne nous a pas touché à la première vague, ça ne nous touchera pas à la deuxième. Non, ça frappe plus fort. Ça frappe plus fort parce qu'on a baissé nos défenses. Puis, c'est normal de baisser nos défenses, il ne faut pas se sentir coupable de ça, il faut se rectifier, mais ça fait quand même plus de 6 mois qu'on est là-dedans. Qu'on est dans l'anxiété, qu'on est dans la réprimande mutuelle. Tu n'as pas mis ton masque, tu es un mouton parce que tu as mis ton masque, parce que les écoles changent, tout est en changement. Donc, c'est normal d'avoir une écœurantite aiguë de les nouvelles en lien avec ça, mais aussi du changement qu'on a dans notre style de vie. On a hâte de voir notre monde, on a hâte de retrouver la normale. Oui. C'est normal. Mais on est à quelques semaines du temps des fêtes. Resserrons un peu la vis chacun de notre côté. Puis, donnons-nous une chance de pouvoir voir notre monde. Oui, puis non, c'est ça. C'est un coup dur à passer, là, mais on va passer au travers. Mais c'est vraiment parce qu'on s'est laissé aller. Ouais. C'est tout le monde, je me compte. Mais il y a quand même des nouvelles intéressantes dans le sens où il y a au moins 2 à 3 vaccins qui passent du stade 3 au stade 4 avec des taux d'immunisation de 90 à 95 Bon, on reste qu'il n'y a pas encore de vaccin de sortie qu'on peut administrer, mais ça semble prometteur pour 2021. Oui, quand même. On parle quand même de 4 vaccins présentement qui ont été dans la phase 3. Donc, la phase 1, c'est en laboratoire. Donc, on teste sur des cellules, est-ce que ça a marché ou pas. La phase 2, c'est sur des animaux. La phase 3, c'est sur un groupe de participants restreints. Donc, c'est souvent en bas de 2000. La phase 4, si on parle à 40 000 personnes qui testent le vaccin. Oh oui. Puis présentement, les tests, qui est intéressant, ils se font dans l'épicentre présentement. Donc, ils se font aux États-Unis. Donc, il y a quand même... C'est plate pour les États-Unis, mais c'est quand même un bassin où le taux de contagion est énorme. Donc, si on est capable quand même de dire qu'il est à 95 bien, c'est intéressant. Cependant, on est encore dans la phase 3.
parce qu'on leur a administré, on regarde après une semaine, est-ce qu'ils sont tombés malades, mais on n'a pas regardé après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois. Aussi pour connaître le délai de couvrance d'immunisation. Oui, parce que, par exemple, l'immunité, lorsqu'on reçoit le vaccin pour le tétanos, bien, c'est combien de temps? C'est 1 an? C'est 2 ans, le tétanos? Donc, chaque vaccin ont la durée d'immunité différente. En plus que le COVID-19 est un virus qui mute assez rapidement. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être prises en compte dans la recherche. C'est très encourageant. 95 % là, ça veut dire qu'il y a 1 personne sur 200 qui ne serait pas couverte. 1 personne sur 200. C'est très encourageant lorsqu'on pense que le taux de propagation de cette maladie-là dépasse les 1. Ça veut dire que lorsqu'une personne est malade, elle contamine au moins une autre personne. Ouais. Au moins. Donc, des fois, c'est 2, puis c'est 3, puis c'est 4 personnes autour d'elle. Donc, en diminuant, la personne qui est malade sur les 200, elle va retomber une autre personne malade sur les 200. Si on a les mêmes résultats, on vient de diminuer de beaucoup la dangerosité du COVID-19. Mais encore une fois, il ne faut pas trop aller dans le « wow, c'est la bonne nouvelle », parce qu'on n'a pas regardé si les personnes immunodéficientes sont couvertes. Est-ce que les personnes âgées vont bien réagir au vaccin? Est-ce que les jeunes enfants vont bien réagir? Il y a plein de données, les femmes enceintes. Il y a plein de données qu'on n'a pas encore, puis qu'il y a une question éthique, on ne peut pas tester non plus. On ne peut pas dire à une femme enceinte, tiens, je vais te donner le vaccin, on va te donner le COVID, on va voir comment tu réagis. On comprend que éthiquement, ça se fait pas. Mais ça reste encourageant de voir que dans la phase 3 versus la phase 4, on a des bons chiffres. Il y a quelque chose d'intéressant aussi à propos de ces vaccins-là, puis qui va quand même nous donner des défis techniques, c'est que les vaccins, présentement, doivent être gardés dans des températures extrêmement froides pour le transport. D'habitude, quand on va prendre un vaccin pour la grippe ou autre, c'est souvent à température pièce, bien isolée. Mais là, ça va être rendu qu'ils vont devoir être transportés par véhicule congelant, vont devoir être refroidis juste avant l'administration. Donc, ça va donner des défis logistiques pour la dispersion, pour la distribution de ces vaccins-là. Donc, c'est à surveiller, à vérifier, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on priorise les grands centres parce que c'est plus facile au niveau logistique. Mais aussi, les grands centres, on ne se le cachera pas, c'est aussi les épicentres de chacun de nos milieux. Donc, c'est à voir. Et là, on a une nouvelle technique à l'essai dans la région, c'est le dépistage par gargarisme. Ah, c'est un soulagement pour tellement d'acteurs de la santé. Oui. Dites-vous qu'il y a des acteurs de la santé, des préposés aux bénéficiaires, des équipes de nettoyage, des infirmiers, infirmières, des docteurs, d'autres professionnels de la santé qui, au moins 1 fois par semaine, doivent avoir le coton-tige dans le fond du nez. Ouch! T'es tanné, là. C'est pas... Pour l'avoir vécu moi-même, pour l'avoir fait, c'est désagréable 5 minutes. Mais... C'est désagréable. C'est désagréable. Puis en plus, je l'ai fait avec ma fille de 2 ans et demi. C'est désagréable. Puis elle l'a mieux vécu que moi. Mais ça reste quand même désagréable pour les personnes qui doivent le faire régulièrement dans le cadre de leur travail ou dans des circonstances. Là, le principe par gargarisme, là, présentement, qui est plus proche de Chicoutimi pour voir si les taux de résultats sont intéressants, bien, va permettre à ces professionnels-là, d'au lieu d'avoir à l'avoir dans le nez, ils prennent une autre source en particulier, ils se gargarisent à un temps limité, ils le crachent, puis ils peuvent avoir les résultats. Ah oui, quand même. Donc, on n'est plus dans une méthode qui est aussi invasive. On n'est plus dans une méthode qui est aussi désagréable aussi, donc le gargarisme. Parce que, étant donné que c'est une maladie respiratoire, bien, il y a des sécrétions dans le fond de la gorge. C'est pour ça qu'on regardait dans le fond du nez, mais le fond du nez, pour ceux qui le savent, bien, il est relié directement au fond de la gorge. Donc, on est capable quand même. Reste à voir. Tu sais, quand on allait dans le fond du nez, on allait chercher quand même de manière importante le nombre de bactéries nécessaires. Donc, c'était assez précis. Mais lorsqu'on gargarise, c'est pas autant de bactéries qui se détachent. C'est pas autant de virus qui se détachent. Il faut valider, en fait, cette méthode-là avant de l'étendre à tout le monde. Bien, c'est pour ça que c'est quand même intéressant. Puis ça ne m'étonnerait pas que dans les premières semaines, ils fassent les deux. Juste pour valider que les tests sont Est-ce que sont assez... Il n'y a pas de faux négatifs, par exemple. Bien, les faux négatifs, je te dirais que dans le cadre de la maladie qu'on a présentement, ce qui est plus dommageable, c'est les faux positifs. Oui. Parce que lorsqu'on a un négatif, lorsqu'on reçoit un négatif, il y a quand même une deuxième vérification qui se passe. Ah, OK. Mais lorsqu'il y a un positif, là, c'est problématique parce que
on ne va pas vérifier si c'est un faux positif. Ouais. On va dire, rendre compte, donc la personne est arrêtée 14 jours, elle a, même si elle n'a aucun symptôme, il n'y a pas de vérification si elle l'a déjà. Donc, le faux négatif, pour l'avoir fait, le premier test, dans la période où c'était le mieux adapté, j'ai eu ma réponse en 18 heures. Par courriel, c'était réglé. Puis 5 jours après, j'ai pas reçu de nouvelles parce que c'était confirmé comme des négatifs. Okay. Mais j'ai des personnes dans mon entourage qui l'ont fait, négatif après 18 heures, puis ils se font rappeler 5 jours plus tard pour se faire dire, finalement, c'était positif. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que lorsque c'est 5 jours après, ça veut dire que la quantité était très minime. Donc, c'est soit au début, soit à la fin. Donc, dans les deux cas, c'est pas mal moins pire. D'accord. Mais donc, on sait que les temps sont durs, particulièrement pour les restaurateurs. Oui. Mais quand même, il y a certaines nouvelles intéressantes parce qu'il y a des restaurants indépendants qui tirent quand même très bien leur épingle du jeu dans notre secteur. Oui, on parle quand même d'entreprises qu'on connaît qui sont indépendants, qui sont dans la catégorie fast-food. Par exemple, le Roi du Chien Chaud, Stop Bouffe et tout autre. Mes préférés. Moi, j'ai mon coup de cœur. Hein? Le chien chaud, là, ça m'arrive souvent. Moi, j'ai grandi avec le chien chaud. C'est comme un phare dans la nuit pour moi. Maintenant, ce que l'article et les informations nous donnent, c'est qu'ils ont quand même très bien tiré leur épingle du jeu. Par exemple, le chien chaud qui fait des rénovations, qui ont agrandi leur espace, qui ont aménagé pour que les gens attendent leurs commandes, mais aussi qui prennent des commandes par téléphone. Donc, ça l'a permis de garder des emplois. Il y en a même qui ont engagé pendant la pandémie. Puis d'avoir une offre de service quand même très intéressante, qui leur a permis de rester ouverts. Donc, même s'ils ne font pas le service de livraison, au contraire, par exemple, le chien chaud que je côtoie un peu plus souvent, bien, ils ont enlevé toutes les chaises et tables du restaurant. OK. Comme ça fait un trajet pour les personnes qui attendent. Puis avec un espace suffisant là, pour les gens. Oui, puis un comptoir où ils déposent les commandes, ils reculent, ils nomment le numéro, tu le prends et tu pars. C'est vraiment très bien fait. Donc, tu sais, il faut souligner nos entreprises qui se redéfinissent, qui repensent leur manière de faire. Parce que c'est pas évident pour les entrepreneurs. Là. Non, puis tu sais, les entreprises de fast-food, c'est un peu plus facile de s'organiser comme ça. Mais, par exemple, le Resto 3F ou Mike's ou au Cocotier, ben c'est une autre façon de travailler. C'est plus l'expérience d'être assis puis de manger avec l'expérience. C'est plus difficile pour eux, mais il faut souligner les bons coups. Il faut souligner Je suis d'accord. L'innovation. Début des travaux aux Zoos de Saint-Félicien. Oui. On parle de quels travaux? Depuis quelques années, depuis 3 ou 4 ans, le Zoo de Saint-Félicien, à chaque année, réaménage des espaces. Donc, l'année passée, c'était l'espace des ours polaires à l'arrivée des bébés. Mais là, c'est la dernière phase. Puis, il y a 3 habitats qui vont être refaits. Donc, par exemple, je ne les connais pas tout en détail, mais c'est très intéressant. Celui qui m'a le plus marqué, c'est que les grizzlies vont être matchés avec les lynx roux. Oh. Donc, ils vont agrandir leur habitat, ils vont l'adapter, puis il y a des animaux qui vont se côtoyer dans les mêmes habitats pour, avoir plus d'espace, une relation plus naturelle, mais aussi voir les interactions entre les animaux. C'est très intéressant. Puis on parle quand même un des plus beaux zoos au monde, avec une des installations les plus sécuritaires au Canada, avec des recherches qui sont à l'intérieur. Donc, ça va être quand même très intéressant, nous, en tant que visiteurs, de voir comment on donne une qualité de vie en zoo pour nos animaux boréales. Parce que le zoo de Saint-Félicien, quand même, fait une il est toujours renommée. dans le top 10 des zoos au monde, là, vraiment. C'est vraiment une institution. Mais aussi au niveau éthique. Qui est particulier parce que, on en a parlé dans d'autres émissions, mais je tiens à le rappeler, le Zoo de Saint-Félicien a fait un choix dans sa carrière d'arrêter de prendre des animaux exotiques, mais prendre des animaux qui vivent sur le même parallèle atmosphérique, donc le même climat. Ce qui veut dire que l'animal va rester dans son habitat, puis le climat de notre milieu ne nuira pas, mais au contraire va être bon pour lui. Donc, même si on voit des singes, des chimpanzés, des tigres, dites-vous qu'ils vivent les mêmes températures que nous dans leur habitat naturel. Donc, ils ne sont pas déboussolés, ils ne rentrent pas malades à cause d'un changement de température. Puis, on est même capable de refaire les habitats, puisque les plantes dans lesquelles ils se nourrissent sont capables de pousser ici. Sont capables de pousser ici, dans les habitats. Donc, c'est super intéressant à voir, à échanger avec les professionnels sur place à ce sujet-là. Super, super.
On va aller à Girardville. Girardville qui est fier de ses entrepreneurs. Oui! Girardville, sérieusement, moi, je suis pas une fille du coin. OK? Je ne suis pas originaire d'ici, puis c'est une ville qui m'impressionne. Plus ça va, plus il y a des villes à Maria-Chapdelaine que je fais « Wow! Que vous êtes innovant, que vous êtes indépendant, que vous allez loin. » Girardville, Girardville, là, moi, je veux t'arrêter, mais c'est mythique. Là. Il se passe quelque chose là-bas depuis longtemps, puis il y a une histoire fantastique. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a eu un schisme religieux à Girardville. Il y a vraiment une histoire extraordinaire dans cette communauté-là. Puis on dirait que ça a rendu les gens très fiers et très indépendants face aux autres pouvoirs. Ils s'organisent par eux-mêmes. Ils ont toujours été... J'en ai même qui me disent que Girardville vit en autarcie. Ah, là, je dirais pas. Non, mais je l'ai entendu, puis je peux pas donner tort, mais je veux pas leur donner raison non plus, mais tu sais, ils sont pas isolés, mais ils sont autonomes. Ouais. Donc, il y a des entreprises qui se développent de manière indépendante, ils se prennent en main, ils sont actifs. Puis c'est le maire de Girardville qui a quand même souligné l'implication des entrepreneurs, à quel point ils se renouvellent puis ils repensent leur manière de fonctionner depuis le COVID, mais ce qui permet à la ville quand même de profiter de services de proximité dans une période qui est quand même assez difficile. Donc, tu sais, il faut lever notre chapeau quand on a des belles solutions comme ça. Puis Girardville, à part Résolu, est-ce qu'on connaît des grosses entreprises, des grosses chaînes qui sont là? Non, c'est souvent des entrepreneurs locaux. Des fois, c'est des bannières, comme par exemple, je sais que la pharmacie, c'est une bannière là-bas, mais le pharmacien, c'est un pharmacien d'ici, un pharmacien propriétaire. Donc, c'est intéressant de voir qu'une communauté, quand ça se tient serré, ça survit, ça fonctionne, puis ça s'implique. Oui, c'est vrai. Moi, étant un fier habitant de Saint-Gédéon de Grandmont, c'est un peu ça. Moi, je trouve qu'il y a ça aussi à Saint-Gédéon. On va aller du côté de Chambord. On sait que, bon, l'usine de panneaux qui est là, c'est une longue histoire, ça l'a fermé. Finalement, il y avait une relance par Norbord. Mais là, Norbord vient d'être vendu à plus gros pour 4 milliards à une compagnie de la Colombie-Britannique qui voulait se diversifier. Est-ce que ça remet en question l'avenir de l'usine de Chambord, selon toi? Présentement, M. Chasson, le maire de Chambord, me dirait la même chose. Non, c'est qu'en changeant de propriétaire, il y a quand même le projet de réouverture et autres. Mais ça sème un doute quand même. Moi, j'ai quand même un gros doute parce que ça fait combien de temps que la population de Chambord est niaisée par cette usine-là? On la voit, il y a des rénovations. On arrive par la 155. Moi, ma famille vient de là-dessus. À chaque fois que je pars, je la trouve belle. Puis je me dis, hey, wow, ça va être le fun. Puis tout est neuf là-dedans, là. Mais ça n'a jamais été utilisé. Tout est neuf. Il y a des subventions qui sont utilisées pour la rénovation. Puis après, les propriétaires s'en vont. C'est bizarre. C'est très bizarre. Puis c'est vraiment... tu sais, je ne sais pas trop quoi en penser parce que des fois, tu peux te dire... Il y a des entrepreneurs qui sont vraiment, ils ont une bonne intention, puis ils veulent, puis ils travaillent, puis finalement, ça donne pas, puis ils sont capables de revendre et autres. Mais 20 ans, je sais pas, ça fait combien d'années, là, mais ça fait quand même très longtemps que cette usine-là, il y a une promesse de réouverture, puis non, non. Et moi, ça me fait penser à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, alias Cabano, qui pendant 50 ans s'est fait niaiser de même. Avant qu'on rouvre une usine. Puis il a fallu que ce soit politique pour que finalement l'usine embauche les gens de la place. Donc, moi, j'ai vraiment peur qu'on retrouve Chambord. Parce que Chambord, c'est une belle municipalité. C'est vraiment une belle municipalité avec des citoyens impliqués, avec une fierté locale, avec... il y a un paysage extraordinairement beau. Mais il n'y a pas juste le paysage, les gens... Mais c'est là aussi, là, tu sais. Pour moi, c'est j'arrive au lac quand j'arrive en haut de la côte de Chambord. J'arrive au lac. J'adore le lac Bouchette, j'adore Saint-François-de-Sales, n'ayez pas peur de ça, mais il y a un phénomène quand tu arrives en haut de la côte du lac. Oui, c'est vrai, t'as raison. En haut de la côte de Chambord, il y a quelque chose. Mais... Tu sais, puis sérieusement, pour les personnes qui arrivent dans le coin, hey, wow, c'est une belle usine en arrivant. C'est vraiment une belle usine. Mais quand tu apprends que ça fait des années qu'elle n'a pas été ouverte, puis qu'il y a des investissements. Puis, tu sais, il y a des entreprises locales qui en ont profité là, pour les rénovations, pour les changements de machines et autres. Mais à quand elle va rouler pour que ça ne soit pas les entreprises locales, mais les citoyens locaux qui puissent en profiter? On va suivre ce dossier-là. J'espère. Tu sais, ça fait quand même 4 ans que je suis ici. Et j'ai pas entendu une fois la nouvelle de dire « elle ouvre dans 6 mois ».
Il y a des entreprises qui ont fermé dans le coin de Chambord, de Métabetchouan, de construction de fenêtres et autres, qui ont été rachetées, qui ont été... les professionnels ont recommencé à travailler. Je le souhaite à la gang de Chambord, je le souhaite aux Chambordais d'avoir un projet enlevant puis d'avoir une entreprise qui fait oui, on y va. Parce que présentement, il ne faut pas se le cacher, le produit, c'est des panneaux, panneaux de construction. On en manque. On en manque. Il y a une pénurie dans les quincailleries à cause de la COVID. Parce que tout le monde s'est mis dans les rénaux. C'est le temps, là. Ouais, c'est le temps là, de le faire. Là. C'est le bon timing. Ça serait le temps d'ouvrir une usine pour répondre aux besoins. On va suivre ça. Ouais. Et de Chambord, on va aller sur le lac pour parler de la traversée du lac Saint-Jean en fat bike qui revient en 2021. Oui! On a manqué notre traversée 2020, la classique internationale, mais la traversée en fat bike, c'est quand même, ça fait pas longtemps que ça existe, ça fait pas longtemps. Mais il y a un bel engouement pour le fat bike, entre autres dans la région. Oui, bien ça permet de continuer la saison du vélo de montagne, ça permet de continuer la saison, de profiter de notre côté hivernal, de notre côté boréal. Puis en plus, le lac, même la traversée en vélo, c'est tout qu'un défi à cause du vent. Puis la neige aussi, c'est pas de la neige tapée, là. C'est de la belle poudreuse pas facile à pédaler. Je l'ai même pas essayé, mais je l'ai regardé puis je t'ai raqué des jambes. J'ai regardé puis j'ai fait « Oh, je ferais pas ça, moi! » Mais c'est quand même super le fun parce qu'on va vivre notre hiver. On a la chance, nous, d'avoir des activités hivernales qui vont nous permettre de vivre notre lac pareil. Ouais. Moi, je suis bien contente. Reste à voir comment ça va se passer parce que dans l'organisation de ce genre d'événement-là, il y a toujours un départ où tout le monde est proche. Il y a des lieux où on arrête puis on se réchauffe. Comment ils vont organiser ça cette année? Comment ils vont organiser ces arrêts-là, les bénévoles qui vont rentrer en contact avec les personnes? Il y a tout ça. Pas simple. Ça sera pas simple, mais tabarnouche que je suis contente, pour ne pas dire un mot d'église hors contexte, et que je suis contente que des créateurs, des producteurs d'événements de ce type-là disent « Oui, on accepte le défi, puis on y va. » Je veux voir comment ça va se passer cette année, comment ça va se passer le départ, comment les participants vont vivre l'expérience en période COVID. Ça va être le fun. Je pense que oui. Très, très, très intéressant. On va suivre ça aussi. Et c'est aussi le Salon des métiers d'art, comme à chaque année, sauf que cette année, c'est en virtuel. Dans le cadre de mon travail, je vois plein de salons en virtuel. Ouais. Je vais vous dire bien honnêtement. Ouais. C'est difficile? C'est difficile. C'est pas la même ambiance. Mais non. C'est clairement pas. Tu visites, tu vas sur un site Internet, tu choisis, tu cliques, puis tu parles avec des gens par chat, puis t'es pas sûr s'ils sont là, puis ils sont pas là, puis tout. Mais le salon virtuel tel qu'il a été présenté cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le choix de on va avoir une occasion qu'on n'avait pas dans les autres salons précédents. C'est celle d'avoir le droit de visiter l'atelier. Ah oui, de se promener puis de voir l'artiste travailler. Oui, bien c'est intéressant cette année parce que, tu sais, quand on visite, on a une belle occasion de parler en personne, de voir comment ça a été fait, d'avoir nos coups de cœur, de toucher aux objets parce que moi, je tricote. Mais tu sais, quand on choisit un objet, un cadeau, on aime ça y toucher, voir c'est quoi son histoire, parler avec la personne. On va perdre ce côté-là. On va perdre ce côté, je vais y avoir touché, à moins qu'on connaisse l'artisan avant, puis qu'on a déjà acheté, puis qu'on veut racheter. Oui. Ça arrive souvent. Mais le fait de pouvoir visiter l'atelier, d'avoir une vidéo sur comment ça a été fait, parce que l'artisan peut nous l'expliquer, mais avoir une vidéo, comment on a tourné le bois, comment on a fait la poterie, comment on fait du tissage, comment la peinture. C'est très intéressant de voir ça. Puis de pouvoir, tu sais, on va perdre la chaleur humaine de l'échange entre l'artisan puis l'acheteur, oui. Mais on va avoir une vue plus globale aussi de ce qu'on a disponible sur notre territoire. Puis je vous encourage, parce que lorsque les artisans ou les participants louent un stand, il y a quand même des frais qui sont reliés à ça. On ne se le cachera pas. Donc, un salon virtuel, il va quand même avoir des frais. Même si la personne ne se déplace pas, il y a des frais pour s'inscrire parce que c'est une vitrine.
Oui, oui, mais c'est normal. Alors, je vous invite à acheter. Quand on dit acheter local, c'est une excellente façon de le faire. Oui, puis pour les cadeaux de Noël, c'est extraordinaire. Ben les choses oui. qui ont été fabriquées ici, ça encourage l'économie locale, les artisans locaux, plutôt là, que Et de commander. profitez-le, au lieu de l'amener chez vous, mettez l'adresse de la personne qui va le recevoir. Ben oui. Dans cette année-là, cette année, on ne sait pas si on va être capable de voir tout notre monde, mais c'est une belle façon de faire « Ah, c'est quoi cette boîte-là? Oh, wow, un beau cadeau de la part de... » Puis quelque chose qui a été fait ici, qu'on en profite. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Puis quand même, c'est un salon qui a la particularité de durer longtemps. C'est quand même jusqu'au début décembre. Puis on est aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement, on est le 19 novembre. Donc, c'est quand même un long salon qui va nous permettre vraiment de pouvoir magasiner un peu plus, de faire la différence du Black Friday, que le vendredi noir, moi, j'essaie d'éviter le plus possible. Mais ça va nous permettre de voir, de comparer, de donner de l'inspiration aussi, parce que allez voir, peut-être... je sais pas si vous êtes comme vous, je sais pas si vous êtes comme moi, Je sais pas si vous êtes comme vous, je sais pas si vous êtes comme vous, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu veux comme cadeau, tu sais, j'ai des idées toute l'année, mais pas au moment où on me le demande. Bien, c'est le temps. Allez à l'atelier. Quelque chose d'innovant, fait à la main, fabriqué ici. Puis allez vous inspirer, allez voir, hey, j'aimerais ça. Mais dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a fait, hey, wow, j'aime ça, puis j'aimerais ça, mais j'aimerais ça apprendre à le faire. Oh. Tu sais, se trouver de l'inspiration, c'est l'occasion, c'est le bon moment. Allez visiter le salon, puis en passer par l'achat directement du salon pour que les gens savent que c'est le salon qui les a apportés là. Oui, c'est ça. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant, ça permet de calculer les retombées. Est-ce que ça vaut la peine que je m'inscrive l'année prochaine? Oui, parce que c'est quand même une organisation locale. Puis, il y a tellement de marchés de Noël cette année qui ne peuvent pas avoir lieu c'est là que ça se passe. Puis, c'est parce que c'est le Saguenay. Il va y avoir beaucoup d'artisans du Saguenay, c'est vrai. Mais c'est une belle occasion quand même pour s'inspirer. Puis aller voir s'il y en a au Lac-Saint-Jean. Allez voir s'il y a des possibilités. C'est chouette, c'est chouette. Rapidement, avant qu'on passe à la pause, on a des mini-chalets à l'Anse-Saint-Jean, mais on dirait que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Non, les mini-chalets, l'entreprise Coolbox de Saint-Prime, qui est en relation avec une entreprise de construction ici, offre des micro-habitations, des petites habitations sur le même... c'est comme des conteneurs recyclés. C'est vraiment tout petit, puis c'est style refuge, le petit chalet. C'est super beau. Ils parlent d'une 8-9 installations près du Mont-Édouard. Puis si une personne veut louer le refuge ou le chalet, doit acheter un billet pour le Mont-Édouard. Okay. C'est déjà super. Mais quand on dit qu'il ne passe pas inaperçu, c'est que le projet s'est fait en catimini auprès du conseil municipal. Aucun citoyen n'était au courant. Oh. Ils ont été mis au courant lorsqu'ils ont vu les pelles mécaniques. C'est pas très démocratique. Non, c'est ça. Puis les pelles mécaniques ont commencé à faire pour le système d'aqueduc, pour les mini-maisons, pour tout ça. Donc, c'est un super de beau projet. C'est super génial. Mais la population a senti qu'ils n'ont pas été mis au courant. Ils n'ont pas... Donc, je ne sais pas quelle était l'intention. Peut-être faire un effet wow de la part du promoteur. C'était de la part de la municipalité parce que ça fait quand même un effet wow. C'est super. Puis l'aspect refuge, prendre le temps, vivre tout ça, c'est super le fun. Puis comment c'est prévu? Bien, ça va mettre en avant les beautés du Mont-Édouard puis de l'Anse-Saint-Jean. C'est quand même très intéressant. Mais c'est quand même un choc. Si les gens avaient été mis au courant, bien, je suis sûre que ça n'aurait pas autant choqué les membres de la communauté. Bien, c'est parce qu'il y a tout un processus qui se fait. Puis là, quand tu es dans le processus, toi, c'est juste normal. Mais quand tu n'es pas au courant, tu fais le saut, puis là, tu fais quand même comme d'où ça sort. Comment ça, il y a une pelleteuse qui arrive puis qui va faire un système d'aqueduc puis un système d'électrique pour quelque chose qu'on ne sait pas encore. Puis là, les gens apprennent que finalement, c'est des cool box qui vont être installés là. Le projet en soi est super. C'est la manière que ça a été fait. Bien, ça a été fait en catimini. C'est vraiment l'impression que les citoyens ont eue. Je ne sais pas si ça en a été parlé dans les conseils municipaux, si ça a été parlé dans d'autres occasions, mais ce que ça dit, c'est que ça a été mal communiqué, ça c'est sûr, si ça a été communiqué. Donc, l'importance des communications, d'écouter vos nouvelles, de vous impliquer, de poser des questions, c'est ça que ça fait. Et voilà. Et voilà.
Là-dessus, on s'en va à la pause et on revient immédiatement avec d'autres nouvelles. À tout de suite. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Parce qu'il y a des routes et des ponts à construire. Parce qu'il y a des maisons, des immeubles, des arénas, des écoles, des usines et des hôpitaux à bâtir. Parce que le Québec n'arrête jamais de se moderniser. On cherche du monde pour travailler dans le domaine de la construction. Il y a plein de métiers prometteurs et bien payés. Si ça te tente, c'est le temps. S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK? Sans faute. Prends soin de toi. Bye, bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. On est de retour de la pause et on continue avec l'actualité de la semaine et Joanie Riendo. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon retour. J'espère que vous avez fait une belle pause, que tout est beau dans votre vie. Bon, on va aller au niveau de la province, du pays. Oui. Grosse nouvelle pour moi, puis je sens que ça va un peu peut-être animer le débat. On sait qu'il y avait eu des allusions au niveau de la GRC au Canada qui disait, bon, des fois, vous avez peut-être un traitement qui est sexiste, qui est... bon. Et là, on a mis l'ancien juge Bastarache là-dessus, qui, lui, vient d'écrire un rapport qui est complètement dévastateur pour la GRC, où on parle de culture misogyne et homophobe, à quelque part, là, au niveau de la diversité culturelle. Ah non, c'est... Non, mais tu sais, je suis surpris parce que d'habitude, quand on parle de la GRC ou de ces corps-là, c'est assez secret, on ne veut pas trop parler, puis on tente de contrôler l'information, puis là, paf, ça arrive. Je pense qu'il dit ça prend un changement de culture rapide et drastique. Là, ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que ça te surprend? C'est quoi tes réflexions là-dessus? Je vous dirais que moi, ça me surprend pas tant que ça. Est-ce que la première chose qu'il faudrait parler, c'est à propos de ce qu'on appelle une violence systémique. La violence, c'est lorsqu'on nuit au développement de quelqu'un d'autre. Donc, il y a de la violence physique et autres. Mais la violence systémique, c'est lorsqu'un système permet de la violence sans être détecté. Oui, comme les insultes, l'intimidation, des choses comme ça. C'est ça. Puis des violences discriminatoires, c'est la majorité du temps, c'est ça. Donc, là, ce que le rapport Bastarache, que je n'ai pas encore lu, semble souligner, c'est qu'il y a un système qui permet facilement aux individus, aux membres de la GRC, qui doit quand même être... Tu sais, c'est quand même la signature du Canada, là, la GRC. Ça fait partie des choses que les gens reconnaissent que c'est le Canada, qui dénonce le sexisme. C'est parce que, tu sais, ils sont supposés de protéger la veuve et l'orphelin. Là. Puis là, quand on voit qu'il y a une culture misogyne et puis... mais raciste même dans d'autres coins. Racisme par les communautés autochtones, dans certains milieux, d'autres types de racisme aussi. Ça, Puis je sais aussi que ça a été relié face à des accusations d'agression sexuelle faites entre policiers. Donc, c'est quand même important à souligner. Je ne sais pas trop quoi dire face à ça parce que la culture policière, la GRC, il faut savoir qu'au Canada, il y a plusieurs structures policières. La première, c'est la GRC qui est nationale. Donc, tous les milieux qui n'ont pas de policier provincial ou qui n'ont pas accès à un service de police municipale ou autre, c'est le Gendarmerie royale du Canada qui le fait. Mais c'est aussi la Gendarmerie royale du Canada qui est reliée avec le gouvernement fédéral, par exemple les services secrets, les services... donc, tout ce qui est national, c'est les cyberattaques, tout autre, c'est relié avec la GRC.
Mais ce qui est important à savoir aussi, que très peu de gens savent, c'est que la GRC, tu n'es pas obligé de passer par Nicolette pour entrer dedans. Tu n'es pas obligé d'avoir un DEC, tu n'es pas obligé d'avoir des études, tu n'es pas obligé d'être... Tu peux évoluer à l'intérieur de la GRC sans ça. Malgré que pour rentrer dans la GRC, là, il y a tout que des démarches. Moi, j'ai un ami qui avait postulé à un moment donné, et puis écoute, c'était beaucoup. Là. C'était une enquête sur lui de manière exhaustive. Sur Mais ça arrive à tous les policiers. OK. Tous les policiers, toutes les personnes qui sont dans le système juridique, dans la défense puis le respect de la loi, il y a tout ça. Tu peux pas voir un ex-prisonnier commencer à être policier. Ça fait pas de sens. Tu peux pas voir des personnes qui ont un dossier criminel ou même un pardon devenir le respect de la loi. C'est tout à fait naturel. Ou encore quelqu'un qui est en relation avec des personnes ayant un casier judiciaire ou encore sous enquête. C'est tout à fait normal. Peu importe le poste de police, ça va être ça. Ben, tu dis que c'est normal. Moi, je considère qu'il y a quelqu'un qui, des fois, on peut faire des erreurs dans notre vie, puis je trouve ça plate de discriminer des gens qui peuvent avoir réellement changé. Là, ça arrive, mais c'est pas le débat en ce moment. Il y a d'autres façons. Ouais. Je vous dirais que il y a d'autres façons de s'impliquer dans le respect de la loi que d'être dans le système policier. On a plus confiance quand... Oui, je comprends. Il y a d'autres façons de le faire. Mais la GRC, par exemple, quelqu'un qui a un secondaire 5 qui est en bonne santé physique pourrait être recruté par la GRC puis être formé sur place. Bon. Déjà là, on a déjà des problématiques au niveau de la Sûreté du Québec puis au niveau des différents corps policiers à propos du racisme déjà à la base, par le profilage racial. Puis ça, c'est des personnes qui ont des formations, qui ont un diplôme d'études collégiales en intervention policière puis qui ont fait l'école de Nicolette. Donc, on parle quand même d'études pour être policier. Donc, lorsque tu es engagé par la GRC, il faut que tu sois en pleine forme physique puis ils te forment à la manière dont ils forment tout le temps. Donc là, on érige un système. Ouais. On développe pas le sens critique de l'individu qui veut... il va se dire, bien, ça a toujours été de même, ça reste de même. Donc, c'est ça, établir un système. Donc, déjà, dans la méthode de recrutement de la GRC, il y a ça. Oui, il y a des professionnels à l'intérieur de la GRC, puis des professionnels quand même, tu sais, des criminologues de renom, des professionnels dans différents domaines où il peut avoir un non-respect de la loi, c'est quand même la référence. Mais lorsqu'on parle d'une aussi grande disparité, puis de la normalisation de la discrimination sexuelle, raciale et autres, dans un aussi gros système, bien, ceux qui veulent se battre contre sont découragés dès le départ. Oui, je comprends. Donc, ça ne m'étonne pas, parce qu'en plus, dans le système policier, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un milieu particulier. Non, mais je sais en plus que tu connais ça parce que ton père est policier. Oui, mais c'est pas seulement à cause de ça, c'est qu'au niveau de la sociologie, on a toujours, par exemple, les gens qui sont dans la communauté, qu'on dit sont dans la société classique, puis il y a les marginaux. Les policiers sont en plein sa limite. C'est eux qui décident qui est dans le marginal et qui ne l'est pas. Puis pas qui décident, qui font respecter la loi qui détermine ça. Donc, on est quand même dans une limite que très peu de gens peuvent comprendre. Puis, en plus, dans le système policier, il y a ceux qui ont fait des études, qui sont patrouilleurs et autres, mais il y a aussi des gens qui ont des diplômes universitaires en sécurité publique. Donc, ils ont déjà, dans les systèmes, déjà à la base, il y a une disparité de vision. Parce qu'il y en a qui travaillent sur le niveau politique, puis il y en a d'autres qui travaillent sur le niveau humain directement avec les gens. Donc, même dans l'intérieur d'un même poste, il peut y avoir des frictions. Puis, à chaque fois qu'on parle de policiers, c'est soit « wow, ils ont fait une bonne job, c'est extraordinaire ». Il y a 5 des policiers, puis je donne les chiffres au hasard, mais il y a un petit pourcentage des policiers qui sont corrompus, puis un petit pourcentage qui sont zélés. Puis c'est de ceux-là qu'on parle. Ouais, mais le 90 des policiers qui sont sur place, qui vivent quelque chose, qui vivent déjà des choses difficiles dans le cadre de leur travail, ne peuvent pas en parler avec leurs conjoints ou leurs enfants. Parce que tu vas-tu vraiment parler de que tu as arrêté un pédophile qui a fait telle affaire? Non. Donc, tu te retrouves isolé. Donc, tu vas te parler entre policiers, mais tu vas être accepté. Parce que si tu t'entends pas avec les policiers de ton poste, à qui tu vas parler? Donc, on est vraiment dans une structure sociétale, dans un milieu très particulier où même pendant des années, c'était mal vu d'aller voir un psychologue. C'était mal vu d'aller voir pour sa santé mentale, d'arrêter de travailler parce qu'on ne se sent pas bien. C'était très mal vu. Donc, c'est vraiment très particulier de voir le système policier, comment ça fonctionne. Donc, quand on se retrouve dans un système, bien,
c'est de la pression sociale qui se fait. En plus que la GRC, c'est un gros système. Ah oui. C'est un énorme système. Puis il y a déjà une disparité entre ceux qui sont au Québec ou en Colombie-Britannique ou au Yukon, là. Mais dans le système de la GRC, il y a un autre fonctionnement qui est bien intéressant. Puis ça, c'est le fun, mais c'est pas parfait. C'est que lorsque, par exemple, un policier est recruté, il est québécois, il parle français, il est automatiquement transféré dans une région anglophone éloignée. Il ne doit pas être dans la même région de sa naissance. Il ne doit pas être... Pour connaître des gens, pour pas... Pas seulement ça, c'est aussi pour être en contact avec la diversité culturelle, la diversité canadienne qu'on a des populations, faire l'échange de langue, devenir complètement bilingue, mais aussi l'ouverture à la culture et à la différence. Donc ça, c'est déjà bon. Il y a déjà... Le principe est bon. L'exécution, ça, c'est autre chose. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être écrit parce que ça, quand même, ça fait pas longtemps que c'est sorti. Non, c'était sorti aujourd'hui, puis il y avait déjà une 50aine de recommandations. Là. Donc, tu sais, puis une 50aine de recommandations, j'ai hâte de voir l'ampleur de ces recommandations-là. Oui, puis on aussi. sait comment ça marche. Là. Souvent, ils vont mettre mettre en branle ou mettre en place les recommandations qui sont faciles à faire, puis c'est pas trop compliqué. Mais les grosses recommandations qui demandent un grand coup de barre, souvent, là, ça c'est long, puis soit ça se fait pas, ou soit ça se fait tout croche. Puis, tu sais, c'est un milieu quand même où on a de la misère d'avoir des professionnels, parce que c'est un milieu exigeant. Beaucoup de policiers, je connais personnellement beaucoup d'ex-policiers. Des personnes qui sont arrivées parce qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient une vocation, parce que ça leur intéressait, mais qui se retrouvent dans un système où ils ne sont plus bien. Et finalement prennent leur retraite de la police à 25, 30 ans. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur travail, mais qu'ils n'aiment pas leur milieu de travail. Donc, c'est quand même très important à voir qu'on a quand même une pénurie de personnes qui sont prêtes à faire respecter la loi. Parce que, tu sais, quand on dit c'est la limite, dites-vous que c'est les seuls membres de la population qui ont le droit légal d'utiliser la violence. Oui. C'est les seuls qui ont le droit d'utiliser une arme envers quelqu'un d'autre. Mais tout le monde juge qu'est-ce qu'ils font. Tout le monde. Mais personne ne comprend la pression qu'ils vivent non plus, là. C'est correct qu'il y ait un jugement, c'est correct, tu sais, dans le fond, qu'on juge les personnes qui ont le droit légal d'avoir la violence, mais la pression, tu sais, t'as pas un boss, là. Tous les Québécois, toutes les personnes que tu protèges viennent à te critiquer en même temps aussi. C'est une pression énorme. Oui, puis cette pression-là fait que des fois, il y a des gaffes. Ça arrive, des gaffes, malheureusement, des gaffes, c'est parce que les bavures gaffes policières, mais c'est de ça qu'on va parler, mais on ne parlera pas de tous les bons coups qu'ils font. Hein. On parlera pas de l'intervention sociale, on parlera pas... Tu sais, dernièrement, il y a quand même de plus en plus de patrouilles policières qui intègrent un travailleur social dans leurs équipes. Une bonne idée. On ne parlera pas des policiers qui, bénévolement, vont partir des écoles de boxe pour aider les jeunes dans la rue à s'occuper, puis à être fiers, puis à dépenser leur énergie d'une autre façon. On ne parlera pas de ces bons coups-là, et ça me fait suer. Mais c'est une culture à part entière, la vie policière. Puis en plus, les policiers... Savez-vous qu'est-ce que les policiers ont le plus peur? La police de la police. Ah oui. Ouais. C'est quand même quelque chose parce que c'est un milieu qui est tellement difficile, tellement strict, puis à la fois on te demande, tu es capable de prendre tes propres décisions, mais dis-toi que s'il y a une balle de ton fusil qui sort, là, t'as un X nombre de temps, t'as pas le droit de travailler, puis il va y avoir X nombre de personnes qui vont tout analyser, puis que tu vas être mis sous la loupe, puis tu vas être coupable jusqu'à preuve du contraire auprès des restes du membre de ton équipe. Je vais me permettre de faire une anecdote. Mon père, à son party de retraite, j'ai appris quelque chose de très drôle. Papa, je m'excuse, mais il faut que ça sorte. C'était juste très drôle. Mon père, en près de 35 ans d'expérience en vie policière, n'a jamais tiré son arme, n'a jamais sorti son arme parce qu'il avait peur. Il lançait sa Maglite. Il lançait sa grosse Maglite pour pas avoir à sortir son arme à feu. Il a pété des vitres de char à cause de ça. Ah, ça, c'est drôle. Il a pété... C'est drôle, mais ça fait quand même partie de la réalité de la pression de pas vouloir blesser quelqu'un quand même si la personne... C'est un être humain, là. Il y a tout ça qui est à prendre en compte. Mais, tu sais, pour revenir au sujet initial, à la fois, je me dis que ça va être quelque chose de très problématique à changer parce que c'est un milieu qui est très solidaire. Les policiers, c'est une culture que même des... Les frères d'armes. Est-ce que tu ferais leur job? Moi zéro, là. J'ai peur des armes à feu. Non, mais pas juste les armes à feu, mais c'est quand même... Tu es sous stress, tu mets ta vie en danger pour des gens qui ne sont pas toujours reconnaissants. Tout le monde serait capable de faire ta job, mais personne ne l'a fait. Puis...
les personnes qui vivent, qui sont discriminées là-dedans, puis sont encore dedans, là, c'est vraiment par amour du métier. Ouais. C'est vraiment par amour de leur vocation. Le changement va être difficile, puis Mais nécessaire. nécessaire. Il va être douloureux pour beaucoup de personnes, mais en même temps, vont soulager les personnes qui sont discriminées. Vraiment beaucoup. Donc, ça va être un changement qui va être dur, mais qui va être nécessaire. Puis, en même temps, si c'est bien fait, parce que ça peut arriver, puis ça arrive plus qu'on le pense, si c'est bien fait, ça va être libérateur, puis ça va donner des équipes qui vont être beaucoup plus soudées dans chacun des postes de la GRC. Parce que des fois, cette discrimination-là, c'est vraiment par méconnaissance. Méconnaissance de la blessure qui se passe, méconnaissance de l'impact que ces mots-là peuvent avoir sur l'individu. Donc, c'est vraiment, ça dépend de... Parce que des fois, là, une pomme pourrite, puis quand je dis une pomme pourrite, c'est pas seulement parce que c'est un policier corrompu, loin de là, mais des fois, quelqu'un qui a une pensée raciste ou une pensée discriminatoire, bien, va en influencer d'autres. Mais les personnes qui vont avoir été influencées... On est tous des agents de socialisation pour les autres qu'on côtoie, là. Mais les personnes qui ont été influencées puis qui, finalement, y apprennent de l'autre, bien, la pression sociale se fait dans l'autre sens aussi. On va clore ça, Oui. quand même. Mais non, mais c'est un beau sujet, c'est super intéressant d'en parler avec toi. Ben, en plus, c'est- vu que c'est- tu... Bien, c'était un projet que je voulais faire de maîtrise à propos de la société policière. OK. Parce que c'est tellement particulier. C'est un domaine qui... moi, tu sais, quand on est tout petit, on veut tout être détective. Là. On veut tout, à un moment ou à un autre, on veut être policier, on veut être Moi, je détective voulais et être autres. un dinosaure robot. On veut tout être quelque chose. On veut tout avoir un lien parce qu'on les respecte, cette image-là. Donc, mais quand on rentre à l'intérieur, quand on voit tous les milieux, toutes les possibilités, puis tu sais, la vie policière dans une grande ville puis la vie policière dans une petite ville, c'est pas la même chose. Ben non. La vie policière dans une grande ville, tu vas être attaché à un poste, à une job et tout. Mais quand tu es dans une petite ville, mon père il me disait ça aussi, puis les agents de la Sûreté du Québec, la région, vont dire la même chose. Tu vas prendre, en 2 ans dans une région, tu vas prendre l'équivalent de 10 ans dans une grande ville. Parce que tu touches à tout. Ouais. Tu touches à tout. Tu vas toucher à tout, mais tu vas être en contact avec tout aussi. Puis, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de moment où ils sont plus sensibles. Il n'y a pas des policiers qui ne réagissent plus à un meurtre. Il n'y a pas de policiers qui... Non. Ça n'existe pas. Ben non. Donc, c'est des êtres humains qu'on leur demande de vivre le pire de l'être humain pour protéger la majorité de la population. Donc, oui, il y a un problème. Maintenant, ce que je leur souhaite, c'est qu'il y ait de la bienveillance entre eux pendant ce processus-là. Le courage de changer les choses. La bienveillance aussi. Le courage, oui. Surtout, la GRC, c'est une grosse organisation avec plein de petites équipes, parce que c'est ça qui est particulier. C'est plein de petits groupes qui font une grosse organisation. Mais la bienveillance, c'est se donner la patience de travailler là-dessus, mais aussi de s'ouvrir les yeux dans le sens où se dire, j'ai peut-être mal agi, comment je peux changer devrait tous mon être capable comportement. de faire. C'est ça. OK, donc passons à d'autres choses. On va parler congé des fêtes, tiens. Oui. Ça s'en vient. Comment on va fêter Noël? Ça, on ne sait pas encore. Non. Aujourd'hui même, le premier ministre va prendre la parole pour nous proposer un scénario. Je sais qu'il y avait comme 2 scénarios envisagés, là, soit juste Noël, soit Noël puis le jour de l'an. Mais si on fait Noël puis le jour de l'an, les classes commenceraient plus tard, donc les parents devraient trouver des ressources pour... Puis là, si ces ressources, c'est les grands-parents, est-ce que ça peut créer un danger de Il y a même contamination, eu des rumeurs où, on aurait le droit à faire des parties, mais seulement 2 adresses dans une seule résidence. Ouais. En tout cas, on va être fixé aujourd'hui. Oui, on va être fixé aujourd'hui parce que une des choses qui était proposée, puis j'ai hâte de voir si ça va marcher parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, c'est que les grands-parents puissent se promener pour aller voir leurs petits-enfants à travers le Québec, mais ça soit limité à un seul membre de la famille qui fasse la tournée des autres. OK. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Ouais, mais si c'est compliqué au niveau de la gestion, ça ne sera pas ça qu'ils vont décider. Non, c'est ça. Mais ça a quand même un impact parce que c'est quand même le moment où on veut faire la tournée de la famille, puis en tant que nouvelle arrivante, nouvelle arrivée, je dirais plus, parce que ça fait 4 ans que je suis ici quand même. Mais je vis encore le défi du nouvel arrivé qui est ma famille n'est pas dans le coin. Ah oui. Mais je suis habituée de faire de la route là, pour le temps des fêtes. Comment je m'organise là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y a plusieurs nouveaux arrivés, puis
sais, si on a le droit de faire des rassemblements, là, je vous le dis, je fais un party des nouveaux arrivés chez nous. Je vais inviter les personnes, on va respecter les règles COVID, mais on va se faire un party entre nouveaux arrivés parce qu'il faut être... on peut pas fêter ça tout seul à la maison, c'est encore plus déprimant. Ouais, mais nous, on est assez casaniers. C'est sûr qu'on est un groupe de 5 là, avec les 3 enfants, fait qu'on serait capable de le faire avec mon père, parce que mon père est seul, donc je l'intégrerais. Mais je sais que pour la famille de ma conjointe qui est à l'extérieur, dans le coin de Montréal, c'est plus dur. Là. Ils se sont pas vus de l'année. C'est difficile là, au niveau du moral. Là. Mais puis en plus, ils ont été en zone rouge beaucoup plus longtemps que nous. Donc, mais là, encore là, tu as invité une autre personne d'une autre résidence. T'sais, on va tous avoir le goût d'inviter au moins une personne ou une famille ou quelqu'un pour vivre ça ensemble. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi les recommandations, mais je pense que pour la santé mentale, parce que c'est une période qui est très difficile pour les personnes qui sont seules, qui vivent des troubles de santé mentale, de la dépression. Puis en plus, avec l'année qu'on a eue, où on était déjà isolés, si on se prive de ce moment-là où beaucoup de gens attendent, ça va être... C'est dangereux pour la santé mentale. Ouais, là, ça va créer d'autres problèmes. Là. On a les problèmes de santé directs avec la COVID, mais là, on voit beaucoup de détresse. Et il ne faut pas que le remède soit plus dangereux que la maladie. Moi, je vois chez les étudiants beaucoup de détresse. Puis même, je ferais du pouce sur un autre sujet, là, où tu dis, on disait, est-ce qu'on voulait peut-être donner plus de congés dans le temps des fêtes aux étudiants? Est-ce que c'est réellement une bonne idée où ils ont besoin de socialiser là, à un certain âge? C'est essentiel pour le développement. Là. Mais il y a la socialisation, oui. Mais il y a la réussite scolaire. Ouais. Il y a le contact avec l'individu. Il y a le fait d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Parce que si tu es un mois, par exemple, je pense par exemple aux étudiants internationaux qui sont présentement sur le territoire. Ils n'ont pas le droit d'aller voir leur famille, puis ils n'ont pas d'école, mais ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Alors qu'ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas, la majorité ne connaissent pas, n'ont pas les outils pour faire des sports d'hiver, pour profiter du territoire, ne connaissent pas. Puis les organismes qui voudraient les aider sont limités sur la manière dont ils peuvent les aider. Ouais. On se retrouve dans une situation où c'est dangereux. Donc, imaginez... Il y a tellement de... Il y a les étudiants du cégep, mais je pense aussi au primaire puis au secondaire. S'il y a plus de congés, hey, c'est vraiment le fun. Ça dépend de ce qu'on fait avec, là. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Puis moi, j'ai déjà entendu en riant, ouais, mais tant qu'il y a le Wi-Fi, on est correct, les enfants ne se plaindront pas. Mais ça apporte un autre problème. Trop de temps d'écran. Retard dans le niveau scolaire, une écœurantite aiguë du Zoom. Non, mais là, je le vis. Hier, j'ai passé ma journée devant l'ordinateur de 9h le matin à 18h le soir. Puis t'en vomis, là, t'es tanné, là. Plus, là, t'as pas le goût d'écouter un film le soir pour relaxer, là, t'as juste pas le goût de regarder rien. Non, mais mon conjoint, lui, il travaille pas du tout avec des écrans, puis il dit « Hey, on écoute un film ce soir. » Non. Non, j'ai passé la journée dans la maison. Oui. Je suis la première à dire « OK, la petite est couchée, je pars avec les 2 chiens, je m'en vais dans le bois. Regarde, je suis tannée, puis j'ai la chance. Moi, j'ai la chance de vivre ça, d'avoir une place où j'ai 2 animaux, je sors, puis je croise pas personne. » Mais c'est pas évident pour le gouvernement de prendre des décisions parce qu'ils sont pris avec plusieurs problèmes, puis il n'y a pas de solution simple. Moi, je le dis souvent aux gens, fais ci, fais ça, là, un peu comme les gérants d'estrade au hockey. Là. Mais là, échange-les, lui, là, contre Sidney Crosby. Ouais, mais je te l'aurais fait, moi, le but! Ben oui, mais non, mais tu sais, c'est complètement débile. Il n'y a pas de solution simple à une problématique aussi complexe. Moi, j'aimerais pas être dans les souliers du gouvernement en ce moment. Non, puis je pense qu'il n'y a personne qui pourrait le faire parce que, c'est déjà le fait que, hey, on était tous contents que chacune des régions ait ses couleurs pour avoir plus de liberté. Si toi, tu as plus respecté, tu as plus de liberté, puis c'est quand même... Mais là, c'était rendu en sous-région. Les gens voulaient le faire par MRC. Hey, c'est déjà compliqué par région. Ouais. Si on y va par MRC, c'est tout qu'un autre challenge, pour utiliser un très beau mot en français. Mais, tu sais... C'est challenge. Un challenge. Ouais, j'ai écouté un film français dernièrement, puis c'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. Mais c'est quand même particulier. Mais en plus, s'ils nous disent qu'on a 4 semaines de vacances, parce que d'habitude, c'est 2 semaines. Si on a 4 semaines, moi, j'ai une fille de 2 ans et demi. Pas trop inquiétant. Mais toi, tu as 3 enfants? Oui. Bien, déjà, le plus jeune, ça fait plusieurs semaines qu'il est chez nous. Il faut faire le travail à la maison avec lui. Fait qu'il faut vraiment se parler parce que, écoute, il s'occupe tout seul en partie, mais maintenant, il ne peut pas s'occuper tout seul. Puis nous, on n'est pas tellement pour le plugger devant la télé toute la journée. De toute façon, on n'a pas la télé, fait que ça nous aide. Mais tu sais, devant les écrans. Fait qu'on essaie de s'en occuper, mais il faut aussi travailler, tu sais. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on travaille jusqu'à 9-10 heures le soir quand ils sont couchés parce que c'est le moment où on peut rentrer dans notre bulle de travail. T'sais. Mais il y a un autre côté.
c'est que lorsque si tu vois, si on profite puis on va voir notre monde, là, puis on se dit, OK, on se donne un rush, on voit tout le monde, bien, il faut quand même se protéger au retour de classe. Il faut quand même se donner un 14 jours pour dire, OK, si t'es malade, tu ne l'amènes pas dans la classe pour contaminer les 30 autres. Il y a ce problème-là aussi, tu sais, il n'y a pas de choix facile, il n'y a pas... Puis, tu sais, ça m'amène à un autre sujet que je voulais qu'on parle, c'est que dans le projet, puis c'est pour ça que les syndicats enseignants puis les syndicats des professionnels de l'enseignement en ont parlé, c'est qu'ils disaient, en zone rouge, on va mettre 4 semaines, puis en zone orange puis jaune, on va garder les 2 semaines, mais on va faire des adaptations. C'est pas équitable pour les professionnels. Si t'es en congé partout. Ils voulaient garder même les milieux de garde ouverts, alors que les écoles sont fermées. Tu sais, c'est difficile de prendre ces décisions-là. Puis déjà qu'on se plaignait, les recommandations, ils sont pas claires. Tu sais, est-ce qu'on met le masque, est-ce qu'on met pas le masque, le lavage des mains, est-ce qu'on sort ou pas? Imaginez si on rentre dans le système d'éducation en plus, quelque chose sur des dates. Ouais, mais en zone rouge, c'est 4 semaines, mais en zone orange, c'est ça. Puis là, des gardes partagées. Partout pareil. Oui, ça va chialer. Il va y avoir du monde qui va se plaindre, ce qui va être tout à fait normal. Mais moi, j'aimerais dire à ces gens-là, ouais, mettez-vous dans la peau des gens qui doivent prendre les décisions. Là. Ça doit être intenable parce que... Tu vas faire des mécontents, c'est sûr. Ben non, mais tu peux pas. Tu vas toujours toucher à quelqu'un. Moi, des fois, je trouve qu'ils se sont trompés dans certains choix. Ça, c'est mon avis personnel, mais en même temps, mon Dieu Seigneur, que ça ne doit pas être évident à gérer. Mais c'est pas évident à gérer. Puis, tu sais, dis-toi, la quantité d'informations que nous, on a, ça veut pas dire que les informations auxquelles ils ont accès, c'est les mêmes. Tu sais, en ce qu'on vit, au niveau de nos pieds, dans la MRC Maria-Chapdelaine, à 30 secondes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas la même chose que qu'est-ce qu'ils entendent au Parlement de Québec. Non. Puis d'autres, ils ont les spécialistes qui leur parlent. Puis là, ben, c'est des combats d'experts parce que les experts aussi sont pas d'accord. Parce que la science évolue avec tout ça. Là. Rappelez-vous qu'il y a un an, personne ne connaissait rien. Fait que là, on découvre. T'sais. Puis il y en a qui parlaient beaucoup du modèle suédois. Mais là, le modèle suédois est en train de cracher solide. Là. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais là, ils ont été obligés de confiner des régions aussi. Ben, c'est une affaire tellement complexe parce que une épidémie, là, c'est pas tu tombes malade ou c'est juste toi. Non. Le principe, c'est que tout acte social, donc ton travail, tes ménages, tout ce qui inclut la société, a un impact sur cette maladie-là. Merci, Joanie. Tu es très éclairante. C'était super agréable de t'entendre cette semaine. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. On espère que vous serez avec nous la semaine prochaine, qu'on vous a fait réfléchir. Vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!